tout simplement. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire Énergie solidaire pour la présentation de nos lauréats à l'appel à projet 2021. Donc, voilà, on a 1 heure devant nous. On a 4 participants, 4 lauréats pardon, à vous présenter ce soir. Alors, ils sont un représentant de chacune des structures est présent ce soir avec nous. Il va pouvoir vous présenter les tenants et aboutissants de façon condensée des projets qui ont été retenus, donc pendant 5 minutes. Ensuite, après chaque présentation, on vous donnera la parole. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions dans le chat que Marianne ici présente et Lou vont les récupérer. Puis ensuite, donneront la parole soit à moi si c'est une question qui m'est destinée, soit justement à nos chers porteurs de projet si c'est des questions qui leur sont destinées. J'espère que ce sera surtout des questions qui seront destinées à nos porteurs de projet. Et puis ensuite, on pourra, en fonction des échanges, on aura un petit temps de conclusion et certainement un temps pour répondre à d'autres questions. Voilà. Et donc, si vous avez aussi des questions techniques, si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à envoyer un message sur le chat. Marianne et nous pourront s'en charger. Voilà, voilà. Alors, petite remise en contexte. Donc, Énergie solidaire, vous le savez, c'est un fonds de dotation. Notre objet social, c'est de lutter contre la précarité énergétique dans le logement. Donc, on a été créé en 2017 et donc on collecte des microdons sur facture, notamment des microdons sur consommation d'énergie auprès des clients de la coopérative Enercop. Et donc, c'est la 3e année qu'on lance un appel à projet à destination du secteur associatif qui porte des programmes préventifs de lutte contre la précarité énergétique. Et donc, en 2019, un premier appel à projet avec une petite enveloppe de 30 000 € avait été fait. On avait 3 lauréats. En 2020, on a triplé ce montant pour 90 000 € de dotation et 3 lauréats également. Et cette année, on continue de progresser. Cette année, c'est 100 000 € d'enveloppe qui a été qui est redistribuée à 4 associations sur la base de leur candidature. Et donc, c'est notre comité d'engagement qui est composé de structures expertes de la précarité énergétique, comme la Fondation Abbé Pierre ou une association locale de l'énergie ici basée à Montreuil. Des microdonateurs aussi qui avaient été tirés au sort sur la base du volontariat il y a 3 ans maintenant. Donc, il y en a 3 qui participent aux réflexions, qui donnent leurs sentiments et qui votent sur les projets lauréats. Et puis, des partenaires du début d'Énergie solidaire aux prémices, des fondations d'entreprises qui nous ont aidés à porter ce projet au tout départ, et notamment la Fondation Schneider Electric et la Fondation Vaxel. Donc voilà, cet appel à projet, il est possible grâce à nos microdonateurs, grâce aussi à nos partenaires qui se mettent ensemble pour réfléchir à comment allouer cet argent-là du mieux possible. Et cette année, une thématique unique, l'accompagnement des ménages modestes à la rénovation complète et performante de leur logement. Et donc, 4 lauréats. Et voilà, on va pouvoir commencer et leur donner la parole. Et donc, on va commencer par le CREAC. Nathalie, ici présente, va pouvoir nous présenter succinctement ce projet. Et ensuite, voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions encore une fois sur le chat. Et donc, j'arrête de parler et je vais passer la parole à Nathalie Guiviela. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait, je vois des oui. Donc, encore merci de nous avoir retenus. On a présenté le projet qui s'appelle Tout faire dans la dentelle et qui a pour vocation à accompagner les ménages les plus fragiles dans une rénovation de leur logement la plus exemplaire possible. Alors, on ne vise pas le BBC parce que ça posait d'autres problèmes, enfin, voilà, d'autres problèmes et des contraintes auxquelles on ne pouvait pas répondre. Mais on a souhaité, avec ce fonds, 3 choses. La première, d'abord ramener vers une démarche travaux des ménages qui s'en étaient éloignés pour plein de raisons diverses et variées. Et justement, d'essayer de trouver, de créer un couteau suisse et d'avoir différentes solutions à portée de main pour les ramener vers une démarche travaux. Et tout en parallèle, enfin en même temps, en ayant deux regards très particuliers sur intégrer des énergies renouvelables dans le projet de travaux et 2, avoir aussi un œil très attentif sur la qualité de l'air intérieur et sur l'impact sanitaire du logement. Donc, on a un fonds d'aide qui est à la fois un outil couteau suisse qui s'est donné pour vocation de travailler sur les énergies renouvelables,
tout en ne dégradant pas, voire en améliorant la qualité de l'air intérieur, donc l'impact sanitaire du logement. Donc, dans les outils, ils sont divers et variés, d'où le couteau suisse. Les outils sont de 3 grandes catégories. Grâce à notre fonds, on peut apporter une aide financière directement aux ménages. Donc, en moyenne, on s'était donné comme ordre de grandeur un budget de 5 000 € en moyenne par ménage. Et sur notre première expérimentation, on voit que l'aide nécessaire pour vraiment débloquer les situations, ça va de 850 €, 851 exactement, à 18 500 €. Donc, on voit que les grands écarts sont très importants, que les situations sont toutes uniques et qu'il n'y a pas une solution miracle, d'où notre souhait vraiment d'avoir plusieurs outils. Et donc, sur l'apport financier direct, voilà, on a possibilité de venir aider. On ne vient pas se substituer aux aides existantes, on vient bien en complément ou sur des travaux qui ne sont pas éligibles aux aides existantes. Ensuite, on a un autre outil qui est donc tout ce qui est l'ingénierie qui existe au CREAC. Au CREAC, on travaille sur la précarité énergétique depuis assez longtemps, depuis plus de 20 ans, sur la rénovation énergétique aussi. Et donc, au sein de l'équipe, on a plusieurs compétences qu'on peut mobiliser. Donc, la compétence énergie, la compétence eau, mais on a également une conseillère médicale en environnement intérieur à l'intérieur, enfin, au sein de l'équipe. Et on a missionné une assistante sociale, ça c'était une compétence que l'on n'avait pas, qu'on a fait rentrer dans l'équipe justement pour piloter ce réseau. Et elle a notamment la posture de tiers de confiance auprès des ménages. Donc c'est elle qui est en interface et qui s'assure que les ménages restent dans la dynamique, s'approprient la démarche, vont jusqu'aux travaux et dès qu'elle note un point de blocage, elle est là pour trouver une solution quand elle peut, hein, c'est pas toujours possible, mais c'est le cas dans les ménages qu'on a réussi à accompagner. Elle réussit à lever les points de blocage qui sont encore une fois très variés. Ça peut être de j'ai pas d'internet donc je peux pas faire ma demande d'aide parce que beaucoup de choses se font en ligne désormais. Ça peut être j'ai pas trouvé mon acte notarié. Ça peut être j'arrive pas à trouver des artisans. Ça peut être plein de choses. Enfin voilà. Donc elle est là en posture d'écoute et de tiers de confiance. On a également le troisième outil, donc c'est ce que j'ai appelé les outils un peu innovants. Et donc les deux que l'on a notamment, donc c'est ce qu'on appelle l'axe solidaire et solaire. C'est qu'on a pu fabriquer 5 chauffe-eau solaires avec l'appui de 10 bénévoles qui ont été encadrés par un formateur agréé, bien évidemment. Et donc, pendant 4 jours, ces 10 bénévoles donc, sont venus fabriquer. Donc, ils ont vraiment donné de leur temps. Hein, c'est pas juste hop, hop, hop en 2 minutes. Donc, pendant 4 jours, ils sont allés sur site à 1 heure de Bordeaux, parce que nous, on est en Gironde. Et ils ont pu fabriquer 5 chauffe-eau solaires. Et là, on est en train de les installer petit à petit chez nos ménages, toujours avec l'appui de nos bénévoles et toujours encadrés par un formateur. Donc, on a eu une première session qui a eu lieu en mai-juin l'année dernière. Et on va pouvoir commencer une deuxième session avec 5 nouveaux chauffe-eau solaires. Et après, on a également un nouvel outil qu'on est en train de commencer à expérimenter, qui intervient sur le reste à charge et qui nous permet, quand toutes les conditions techniques sont réunies, de pouvoir aller sur de la location de toiture. Alors, on a un partenaire qui, lui, va prendre en charge, enfin, qui cherche à louer des toitures pour installer des panneaux photovoltaïques. Donc, le propriétaire occupant, ça peut être un propriétaire bailleur, mais pour l'instant, ce ne sont que des propriétaires occupants. Le propriétaire occupant que l'on accompagne, il faut qu'il donne son accord, bien évidemment, pour mettre à disposition pendant 20 ans sa toiture. Et lui, en contrepartie, il va percevoir, alors normalement, ça devrait être ce que j'appelle une redevance, une petite redevance chaque année pendant 20 ans. Mais là, pour notre modèle, on s'est dit avec notre partenaire, comme il y a une démarche travaux, l'idée, c'est que au lieu de verser un petit peu pendant 20 ans, on verse en une seule fois au moment des travaux. Et ça permet ou d'améliorer les travaux, donc le programme, ou encore carrément de financer le reste à charge. Donc, et lui, notre partenaire, qu'est-ce qu'il en fait de cette toiture? Il installe des panneaux photovoltaïques, il en fait l'exploitation, c'est-à-dire qu'il va récupérer tout le coût de revente des kilowattheures produits, c'est lui qui va récupérer le montant suscité par la revente. Et au bout de 20 ans, c'est posé la question déjà, enfin, on n'a pas 20 ans de recul, mais les propriétaires intéressés nous ont posé la question, qu'est-ce qui se passe après 20 ans? Eh bien, c'est au choix des ménages, soit notre partenaire va enlever les panneaux photovoltaïques et remettre la toiture en état, soit il va laisser l'installation et c'est le propriétaire qui va du coup bénéficier de la revente et donc de la production d'électricité. Voilà un petit peu le panel. Je pense que j'ai utilisé mon temps
Et voilà un petit peu les différents outils que l'on a dans ce fonds. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très clair. Et voilà, 5 minutes, presque pile poil. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions sur le D'accord. chat, mais la première question étant toujours la plus difficile. Il y a Christelle qui nous demande comment sont identifiés les ménages, je pense. Oui, alors dans un premier temps, nos ménages ils sont identifiés au travers des actions que l'on mène au CREAC sur la lutte contre la précarité énergétique. Pas que d'ailleurs. Ils sont identifiés notamment au travers du SLIM, qui est un dispositif, c'est-à-dire service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. C'est un dispositif qui, avec une méthodologie qui est nationale, qui permet de repérer des ménages en précarité énergétique, de réaliser une visite chez eux et ensuite d'identifier d'avoir tout un panel, encore une fois, des préconisations d'usage, mais aussi de travaux. Et le SLIM, voilà, s'arrête un petit peu à cette partie-là, à cette étape-là, et ça permet, nous, avec notre fonds dental, d'identifier les ménages qui n'iront pas plus loin. Certains vont plus loin, et tant mieux, ils n'ont pas besoin de nous, mais certains vont être bloqués, et donc c'est à ce moment-là qu'on les repère. Donc il y a le SLIM, il y a également, on est opérateur de la plateforme de la rénovation énergétique, donc ce qui veut dire que là, on a affaire à des gens qui veulent faire des travaux, qui ne sont pas forcément en précarité énergétique, mais on peut également trouver des ménages qui se trouvent en difficulté financière ou qui n'arriveront pas à boucler leur programme de travaux. Et donc, eux aussi peuvent être accompagnés dans le cadre du fonds dental. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Il y a une autre question pour savoir qui est le partenaire pour la location de toiture. Alors, c'est Valorem, ça c'est le fonds de dotation, enfin c'est What for Change, qui est qui est affilié à Valorem, qui est un bureau d'études qui est sur Bègle, qui est girondin d'origine, qui intervient en national, voilà, sur les énergies renouvelables et qui ont une réflexion sur cet aspect-là depuis pas mal de temps et qui ont enfin pu trouver un modèle économique qui leur permet de proposer cet outil-là et de le proposer notamment pour les ménages précaires. Voilà. Et donc, ils ont souhaité l'expérimenter en Gironde avec nous. Super, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Je ne sais pas si toi, Kevin… Ah, pardon. Si, ça y est. Donc, Oui, il y a une réflexion, mais ça n'est pas mon domaine d'expertise, donc ce n'est pas moi qui l'amène. Voilà. Comment ne pas tout à fait répondre. Mais oui, on se pose des questions nous aussi. Voilà. Donc, on n'a pas toutes les réponses aussi là-dessus, mais on va essayer d'être attentif à cette problématique, à cette question-là aussi. oui, juste pour la question donc, par rapport au champ électromagnétique généré par les panneaux photovoltaïques. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais peut-être que toi, tu en as. Oui, je me demande, Nathalie, est-ce que tu peux nous donner ce fonds, est-ce qu'il y a un budget, le budget annuel de ce fonds? Les 15 000 euros, ils représentent quoi? Et puis peut-être, à quel point cette dotation, donc par énergie solidaire, elle est importante pour la faisabilité de ce projet. Comment est-ce que comment ça se goupille un petit peu ces financements supplémentaires là, dans ce projet? Alors, elle est très importante. Alors, nous, on essaie de calibrer. Enfin, pour l'instant, là, on vient de finir l'expérimentation qui avait un budget global autour des 90 000 euros. On repart donc sur de nouveaux accompagnements. On espère pouvoir. Et d'ailleurs, on va pouvoir accompagner à 90 000 euros plus de ménages qu'on ne le pensait, puisqu'on avait ciblé 5 à 6 ménages et finalement, on se rend compte qu'ils ont moins besoin d'argent que d'accompagnement. Donc, ça nous permet du coup d'aider plus de ménages. Et cette deuxième phase, on est à nouveau dimensionné sur à peu près 90 000 euros. Voilà. Et donc, en quoi c'est important? C'est que sans vous, on ne bouclait pas le budget d'une part. Ensuite, au-delà de boucler le budget, ça nous donne une visibilité dont vraiment on vous remercie et une reconnaissance. Et surtout, ce sont des micro-dons. Et c'était une des pistes de réflexion que j'avais en tête depuis le début et que je n'avais pas réussi à concrétiser. Donc, grâce à vous, je concrétise aussi cette piste de réflexion. Donc, merci. Voilà, donc oui, ça marche. Voilà, cette solution fonctionne. Voilà. Merci. Alors, voilà, il reste. non, ça ne revient pas au ménage pendant les 20 ans.
puisqu'en contrepartie, il a reçu un budget qui, selon l'orientation de la toiture, donc selon le Ouais. Ah. Il y a le- selon l'orientation, selon la performance de l'installation, le rendement de l'installation peut aller de 3 000 à 8 000 euros. Donc, ce n'est pas anodin, ça permet quand même de bien boucler un budget, voire de l'améliorer. Mais par contre, au bout des 20 ans, si le ménage souhaite garder l'installation, oui, c'est lui qui va, dans ces cas-là, qui va bénéficier de la revente. Les autres sources de financement du CREAC, alors sur le fonds dentelle, parce que sinon on en a pour plus d'une heure si je vous cite toutes les actions et tous les financeurs, mais sur le fonds dentelle, on est soutenu depuis le début et je les en remercie aussi beaucoup par la Fondation Abbé Pierre. On a également été soutenu par What for Change, donc le fonds de dotation de Valorem, également depuis le début et qui nous accompagne sur la phase expérimentale et sur cette nouvelle phase qui démarre. Et on a aussi été soutenu par Procivis Nouvelle-Aquitaine. Alors ça vous parle peut-être moins, mais c'est entre autres une structure qui porte entre autres une caisse d'avance de travaux de rénovation énergétique. Donc ça permet pour des ménages qui vont bénéficier d'une subvention de ne pas faire l'avance de trésorerie, mais de pouvoir passer par cette carte, cette caisse d'avance. Et c'est cette caisse d'avance qui fait la trésorerie, qui verse les acomptes aux artisans. Voilà, donc ça permet de lever ce gros frein. Donc ils nous ont aidés aussi là-dessus. Voilà, là, on a appris dernièrement qu'on était aussi lauréat de l'appel à projet de la Fondation Castorama, qui va nous permettre de faire cette deuxième session de chauffe-eau solaire. Voilà, donc il y en a des collectivités, il y en a aussi, alors j'oublie, c'est important, on a aussi le PNR, donc le Parc national régional du Médoc, donc qui est une Médoc Bordeaux, enfin Bordeaux, Médoc, le vin est connu en général du Médoc, donc c'est effectivement du côté de Bordeaux, qui est le premier territoire à s'inscrire aussi dans ce fonds dentelle et voilà, qui nous finance. Super. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question, c'est savoir qu'est-ce que se passe-t-il s'il y a un problème de santé qui est généré par l'installation de panneaux solaires chez un hébergeur de panneaux. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Est-ce qu'on peut la reprendre tout à l'heure? Éventuellement, parce que le temps passe et alors c'est super que vous ayez plein de questions. Si vous voulez, on les reprend tout à l'heure. Hein. On va laisser la parole un petit peu à tout le monde et à nos autres lauréats qui ont présenté leur projet. Donc, merci Odile, en l'occurrence, pour cette question. Et on va passer Donc, merci Nathalie aussi pour toutes ces explications et la réponse à ces questions. Avec plaisir, et je reste là s'il y a besoin et je serai disponible si d'autres questions viennent même plus tard. Voilà, donc Super. je me tais. Merci beaucoup. Alors, passons à la slide suivante et au projet suivant. Candidat, c'est l'ALEC 07, représenté par Claire Hurtaud, qui est directrice de cette association, l'Agence de l'énergie et du climat de l'Ardèche. Là, c'est à toi. Je ne sais pas si je tiendrai 5 minutes, mais en tout cas, voilà, sur ce projet, ce qu'il y a à savoir par rapport à l'agence locale déjà, c'est que nous sommes en fait Espace Info Énergie depuis 2001. Voilà, de ce fait, on avait vraiment une forte expérience sur l'information conseil et sur le volet accompagnement, on était vraiment en partenariat avec Solia 07 qui était prestataire au niveau de la plateforme sur tout ce qui est rénovation performante. Donc, on avait déjà des relations qui sont assez fortes, on va dire, avec cette structure. Voilà, ce que je voulais dire, oui, en intro, c'est que l'intérêt pour nous, ce projet, c'était de pouvoir travailler avec les forces et les forces vives de chaque partenaire qui travaillait sur le territoire. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est qu'avec Solia, on avait des habitudes de travail déjà assez ancrées depuis de longue date. Par contre, avec les compagnons bâtisseurs, c'est une structure voilà, qu'on connaissait, qui travaillait sur une collectivité avec laquelle on est partenaire, mais on n'avait pas encore eu cette opportunité en fait, de pouvoir vraiment tisser du lien via un projet. Donc là, l'idée pour nous, c'est vraiment de permettre en fait, à des ménages voilà, modestes, voire plutôt très modestes, hein, parce que c'est quand même la cible principale, d'arriver à avoir des logements très performants. Donc là, la place de l'ALEC là-dedans, c'est tout ce qui est communication, mobilisation, donc via le service public de la performance énergétique et de l'habitat, afin de, voilà, de pouvoir identifier des ménages. C'est vrai qu'on a aussi un SLIM en Ardèche
j'avais pas forcément, enfin, suite à la première présentation, je me dis, ben, tiens, via le SLIM, c'est vrai qu'on pourrait aussi identifier les ménages via ce canal-là, mais je l'avais pas, enfin, on ne l'a pas pensé comme ça a priori dans le projet. Mais on l'a plutôt, le SLIM, on le voit plutôt en aval, une fois que le ménage aura rénové en fait son logement et qu'il pourra le prendre en main. Donc, les compagnons bâtisseurs, eux, leur rôle, bien sûr, ben, c'est d'accompagner le ménage dans sur la phase chantier. Et Solia, eux, ils sont sur le côté plan de financement pour pouvoir mobiliser au maximum les aides ANA voilà, à terme les certificats d'économie d'énergie. Un point sur lequel qui est intéressant, c'est que aussi Solia, en fait, et les compagnons bâtisseurs sont en train de mettre en œuvre en fait une étude d'impact sur la santé des habitants. Et l'idée, en fait, c'est que les personnes qui seront accompagnées via ce dispositif puissent participer aussi à cette étude d'impact. Que dire d'autre? Notre objectif, là, c'est déjà d'accompagner 8 ménages. Un certain nombre sont déjà identifiés par les compagnons bâtisseurs. Et voilà, j'avoue que personnellement, j'ai hâte qu'on puisse travailler avec tous ces acteurs et puis faire avancer le territoire. Pardon, vous ne m'entendiez pas. Merci beaucoup, Claire, pour ces précisions, c'était très clair. Alors, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a une question de Michel Tessier qui voudrait savoir si vous avez des contacts avec Doremi sur les mécanismes de rénovation Doremi. Alors, Doremi, on a déjà, les territoires ont déjà expérimenté le dispositif Doremi. Mais c'est vrai que là, en fait, les territoires ne souhaitent pas forcément en fait, se réengager dans ce dispositif du fait des coûts, tout simplement. Et du coup, on n'est pas parti sur ce modèle-là, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Un point peut-être que je voulais souligner aussi, c'est le fait que, aussi d'un point de vue financier, chaque partenaire en fait a des moyens mobilisés de son côté. Voilà, à l'ALEC 07, nous, on peut mettre le SLIM et le service public de la performance énergétique au service du projet. Solia est opérateur de différentes OPA sur les 6 territoires sur lesquels nous allons travailler. Donc, voilà, des moyens, des OPA pourront être mis en œuvre sur le projet. Et les compagnons bâtisseurs, de la même manière, ont accès à différents fonds qui peuvent permettre en fait, de réduire le reste à charge des ménages. Et de la même manière, des fonds d'accompagnement via le PNR des Monts d'Ardèche. Donc voilà, ce qui est intéressant pour moi, c'est que chacun, en fait, avec ses moyens, a mis cette synergie et voilà, pouvoir travailler ensemble. Merci beaucoup. Donc, il y a Pascal Guimet, on le salue parce que c'est l'un des membres de notre comité d'engagement qui demande comment sont fléchées du coup, la somme qui vous est allouée, les 30 000 €. Alors, dans le détail, on a vous voulez dire en pourcentage ou c'est un peu… Les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, on a une partie pour nous vraiment sur la partie mobilisation, communication, aussi sur la partie visite sur chantier, en parallèle de Solia. Solia, eux, font le plan de financement et nous, on fait la partie technique, mais l'idée, c'est bien d'avoir cet espace de dialogue ensemble. Et puis voilà, il y a certains territoires en fait où il n'y a pas d'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ça veut dire que normalement, la visite de l'opérateur ANA serait à la charge en fait du ménage, mais là du coup c'est pris en charge dans le dispositif. Pour nous, voilà, l'idée c'est d'être le plus facilitant possible pour le ménage, voilà, et que ce soit qu'ils puissent faire appel sans coût supplémentaire. Et ensuite, pour les compagnons bâtisseurs, pareil, ils avaient besoin en fait, voilà, ils avaient des fonds comme le fonds travaux, etc. Mais pour l'accompagnement sur chantier, ils avaient besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir participer. Merci beaucoup, c'est très clair. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ah si. Il y a Cécile qui nous demande combien nous sommes à regarder ce webinaire et si vous pouvez vous voir. Alors non, comme c'est un webinaire,
Les participants ne peuvent pas activer leur micro ni avoir leur caméra. C'est le format qui fait ça, malheureusement. Et là, on est une quinzaine à suivre le webinaire. Et je pense que le timing va nous... On est bon. On est bon pour remercier Claire pour toutes ces précisions, ces explications et pour les questions qui ont été posées. Et je propose éventuellement qu'on revienne sur ce projet s'il y a des questions qui viennent un peu plus tard et de passer au lauréat suivant, si ça vous va. Allez, je ne vois pas de réaction. Merci Claire. Merci beaucoup. Alors, tac. On passe à l'ADIL de la Drôme et donc à Aurélien Gigon, donc coordinateur. Et donc bonjour Aurélien, et est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce projet, donc lauréat du projet Énergie solidaire? Bonjour Kevin, bonjour à tous. Je voulais déjà vous présenter l'association dont je fais partie, donc l'ADIL de la Drôme. L'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Le but premier de notre association est d'accompagner les particuliers pour rénover leur logement tout en promouvant les matériaux biosourcés, les énergies renouvelables. Au sein de l'association, il y a 3 branches. Il y a un pôle logement qui comporte des juristes qui sont là pour aider sur des problèmes d'impayés de loyer, de factures et d'autres problèmes juridiques. Il y a un observatoire des loyers qui fait des études statistiques un peu diverses autour des thématiques liées au logement et de l'habitat. Et nous, le pôle énergie, donc, qui sont spécialisés sur la rénovation énergétique auprès des particuliers notamment. Cet accompagnement, il se fait en premier lieu à travers des permanences téléphoniques ou physiques, mais aussi nous faisons depuis plusieurs années des visites à domicile grâce à différents programmes qui nous permettent de faire ça, auprès de ménages précaires, en particulier auprès de ces ménages-là qui sont éligibles aux aides de l'ANA. Nous analysons leurs factures d'énergie, leur apprenons ce qu'on appelle des éco-gestes pour faire des économies d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage. Et pour les propriétaires, on réalise un diagnostic du logement, un diagnostic assez poussé, un audit en fait, et suite à cet audit, on leur fait des recommandations de travaux, on leur fait un montage financier pour leur montrer pour les différents scénarios de travaux à quelles aides ils peuvent avoir droit, ce que ça leur permettrait d'économiser. On fait aussi des études un peu plus spécifiques sur les moyens de chauffage, voilà, pour les aider à y voir plus clair et puis à réaliser des économies, c'est vraiment le but. Le problème, c'est qu'on peut rarement aller beaucoup plus loin que cette première visite par manque de moyens. Et en répondant à cet appel à projet, ce qu'on voulait, c'était saisir l'opportunité de lever les points de blocage qui empêchent les rénovations des logements et qu'on a identifiés depuis des années en réalisant les visites. Chez les propriétaires occupants, mais aussi chez les propriétaires bailleurs. Donc les propriétaires bailleurs, on ne va pas chez eux, on va chez eux, mais voir leurs locataires. Et on a beaucoup de mal à derrière déclencher des travaux puisque les locataires ne peuvent pas le faire eux-mêmes ou de très petits travaux. Et donc là, l'idée, voilà, c'est d'arriver à aller plus loin et en particulier d'aller vers des rénovations performantes puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les petits gestes n'amenaient pas à des économies vraiment intéressantes, et donc il n'y a que la rénovation performante globale qui permettent de faire des vraies économies. Donc l'idée, c'était d'accompagner, alors si on parle en termes de chiffres par rapport au budget qui nous a été alloué pour ce programme, d'accompagner et de faire à peu près 26 premières visites. On avait composé le programme en première visite, comme on a l'habitude de le faire, et puis en projet de travaux réalisés, en rénovation performante réalisée. Donc 26 premières visites pour aboutir à 10 rénovations qu'on appelle BBC, donc basse consommation. Donc l'idée pour aller plus loin par rapport aux premières visites, c'est d'accompagner le ménage sur le choix des artisans, les devis, l'analyse des devis, le choix par rapport aux devis, le montage financier, puisque les grandes difficultés que nous remontent les propriétaires ou les locataires, c'est justement de trouver des artisans, de les choisir, derrière d'analyser les devis et puis de faire le montage financier, c'est-à-dire les demandes d'aide. Il y a plusieurs guichets d'aide, c'est assez compliqué et on a beaucoup de points de blocage à ce niveau-là, en particulier auprès des ménages qui sont précaires. L'idée, c'est aussi de les accompagner pendant la phase travaux et aller jusqu'à la réception de chantier
voire même la prise en main du logement s'ils le souhaitent. Voilà, tout ça, c'est à la carte, hein, c'est en fonction des besoins qu'on identifiera chez les personnes. Donc le plus pour ceux qui veulent aller sur la rénovation performante, c'est tout l'accompagnement que je vous ai détaillé ici. C'est d'avoir aussi un interlocuteur unique de A à Z pendant toute la phase des travaux. Donc on gagne en confiance et en temps aussi, on ne change pas plusieurs fois de guichet. L'idée aussi, c'est de coupler ce projet avec d'autres. Donc, on essaie de mobiliser d'autres ressources de financement, dont notamment le programme STEAM, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui permet de faire des visites à domicile, mais pareil, qui s'arrête à la première visite éco-geste, comme on l'appelle. Donc, pour pouvoir toucher plus de ménages afin d'arriver à un maximum de rénovation performante, toujours en s'appuyant sur ce programme. Et on aimerait aussi expérimenter d'autres approches, des approches de tiers financement, par exemple. On est déjà bien avancé sur un programme qui devrait se monter là-dessus, donc qui nous permettra de gonfler un petit peu le projet. Et puis aussi sur la mobilisation des propriétaires bailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas, j'ai encore plein de choses à dire et je pourrais en parler beaucoup. Je ne sais pas si j'ai déjà atteint les 5 minutes et si on laisse les questions ou si je continue. Ah. Si justement, c'était parfait. Merci Aurélien, c'était 5 minutes tout poil. Ce qu'on peut faire, c'est on peut voir déjà s'il y a des questions de la part des participants. Et puis sinon, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être développer certains points qui me semblent importants. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne semble pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais moi, en fait, j'en ai une. Nathalie, on a parlé aussi tout à l'heure, vous soulignez en fait tous les deux l'importance d'avoir une personne de confiance, un interlocuteur unique. Pourquoi c'est vraiment quelque chose de très important pour aboutir finalement à la rénovation dans ces cas-là? Quand on a une grosse expérience de conseil aux particuliers, hein, donc de face à face en permanence, et quand on fait un conseil aux particuliers, il y a presque la moitié du temps qui est de rentrer dans la relation et de se mettre en confiance avec le particulier justement qui est en face de nous. S'il n'y a pas cette confiance, il se demande toujours si on a quelque chose à lui vendre, ce qu'on veut faire et notre intérêt. Donc pour moi, c'est vraiment la clé. Si on change plusieurs fois d'interlocuteur, déjà, ça prend du temps parce qu'il faut réexpliquer son projet à chaque fois. Le projet peut changer selon la sensibilité de l'interlocuteur qui va être en face. Et puis, il faut regagner cette confiance à chaque fois. L'idée, c'est de lui montrer que nous, on est une association neutre et indépendante, qu'on n'est pas là pour lui vendre un produit par rapport à un autre. Mais on essaie forcément d'aller peut-être un peu plus loin que le projet initial, mais en expliquant l'intérêt que le particulier a d'y aller et les économies qu'il peut réaliser derrière. Merci beaucoup. Il y a Jean qui nous demande si la DIL accompagne aussi les particuliers qui sont non précaires. Alors oui, absolument, on accompagne tous les ménages sans distinction, hein. Maintenant, le but du programme dont l'appel à projet faisait l'objet, c'était la précarité. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé là-dessus. Et la plupart des programmes qui permettent de faire des visites à domicile, c'est pour les ménages précaires. Donc même si on accompagne tous les ménages en permanence, là pour les visites à domicile, c'est quasiment que les ménages en précarité qui peuvent en bénéficier. Sachant que les seuils de précarité, si on parle pas que de précarité énergétique, mais si on parle des seuils de l'ANA, ils sont quand même assez élevés et ils dépendent du nombre d'occupants dans le foyer. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. On n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a... Ah si. Voilà, elles arrivent. Alors, je vais prendre d'abord la question de Charlotte. Pourquoi des 26 premières visites, il n'y en a que 10 qui aboutissent à une rénovation BDC? Est-ce que c'est une moyenne? C'est lié à votre expérience? Ou comment vous aboutissez à ce chiffre? Voilà, vous avez un peu répondu à la question. Effectivement, c'est un peu basé sur l'expérience qu'on a, sachant que c'est même assez ambitieux. Les rénovations performantes qui vont vraiment vers du BBC, il faut vraiment s'accrocher pour arriver à les réaliser. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais du 100%. Donc déjà, voilà, déjà 26 10 réalisations pour 26 premières visites, c'est déjà vraiment pas mal. Après, des chiffres précis, on n'en a pas, c'est jamais aussi précis que ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on veut le coupler à d'autres programmes pour justement augmenter les chances d'aboutir sur un nombre de réalisations performantes maximales. D'accord, merci beaucoup. Et puis, Christelle demande comment vous identifiez les ménages précaires?
Alors là, on a plusieurs sources aussi. Déjà, ça fait partie du premier point de l'appel à projet, hein. Il y a une première phase du budget qui est là-dessus, c'est de mobiliser toutes les institutions du territoire, enfin toutes les institutions qui sont en lien avec la précarité énergétique et le logement. On est déjà en lien avec elles, donc c'est les réunir, leur expliquer le programme et les autres programmes, leur dire de nous envoyer leurs contacts. Après, on est aussi en lien et on est un espace faire. Alors bon, ça va changer de nom maintenant, mais c'est-à-dire qu'on fait donc du conseil aux particuliers sur une partie du territoire et sur l'autre, on va se rapprocher des autres acteurs pour qu'ils nous envoient toutes les sollicitations qui peuvent rentrer dans le cadre du programme et vers lesquelles ils ne peuvent pas aller. Ok, super, merci beaucoup. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. On est dans les temps. Ah, une dernière question qui vient d'arriver. Comment travaillez-vous avec les artisans pour parvenir à des rénovations performantes? Et bien ça, c'est justement ce qu'on ne peut pas faire, puisque dans tous les programmes qu'on a, on ne va jamais jusqu'aux artisans. C'est plutôt le programme d'Orémy qui travaille avec les artisans en montant des groupements d'artisans et puis en les formant à la rénovation performante. Mais nous, on n'a pas cette opportunité. C'est pour ça que ce projet, il nous donne cette opportunité d'aller chez le ménage pendant les travaux. Et donc là, ça va être à inventer, mais de toute façon, il faudra s'appuyer sur des artisans qui proposent une rénovation performante et puis essayer de les faire travailler ensemble pour justement atteindre les niveaux qu'on souhaite. Donc un peu en se basant sur ce que fait Dorémy, hein. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était très clair. Je propose que s'il y a d'autres questions qui arrivent, encore une fois, on les pose tout à l'heure en fin de séance. On va passer la parole à Benoît, donc notre dernier intervenant, et qui va nous parler de l'association Alizé, le dernier lauréat de notre appel à ce projet. Et donc, bonsoir à tous. merci beaucoup. Et voilà. Et déjà, un grand merci à Énergie Solidaire pour nous soutenir et puis aux micro-donateurs qui sont derrière. Et donc, l'association Alizé, nous, on est la spécificité d'être aussi Espace Info Énergie, hein, comme mes confrères. On est tous des assos cousines, là. Et nous, on a la spécificité d'être sur 2 départements. On est sur la Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Donc là, sur ce projet-là, on a proposé de compléter un petit peu ce qui se faisait sur un territoire partenaire, plutôt à Saint-Nazaire. Tout simplement parce qu'il y a déjà un SLIM qui est mis en place là-bas pour l'aspect repérage. C'est l'agglomération qui gère les aides de l'ANA qui a cette compétence-là. Donc ça facilite aussi l'accès au dossier, même s'ils ils se complètent avec Solia aussi. Et puis, depuis 2-3 ans, j'ai un de mes collègues qui travaille sur le dispositif d'Orémy aussi là-bas pour monter des groupements d'artisans. Donc, il y a toute une chaîne déjà qui est mise en place par la Keren, en plus des aides financières qu'ils donnent et puis en plus de diagnostics qu'ils financent pour les propriétaires. On a donc évidemment un espace faire, France Rénov, ce que vous voulez, sur Saint-Nazaire. Donc, j'ai plusieurs collègues qui sont déjà sur Saint-Nazaire. Moi, je suis spécifiquement sur la précarité énergétique. Sur ces missions-là, moi, je vais travailler pas mal sur la formation des acteurs, hein, formation des chargés de visite SLIM, par exemple, sur de l'animation de temps collectif, de la formation de professionnels de l'action sociale. Et puis aussi, on travaille aussi sur dispositifs d'accompagnement, notamment des locataires, de ce qu'on appelle l'accompagnement à la maîtrise d'usage. Donc, accompagner les usagers sur l'explication du fonctionnement de leur équipement et puis de la maîtrise de leur consommation après rénovation. Généralement, on intervient après une rénovation chez les bailleurs, que ce soit une rénovation, on va dire, à minima ou une rénovation très complète comme on est en train de suivre là, sous le format Énergie Spong qui est la rénovation très ambitieuse à énergie positive. Donc voilà, on a toutes ces compétences-là. On a un terroir qui est plutôt très fertile à Saint-Nazaire où on a la capacité d'expérimenter. Donc là, c'est pour ça qu'on propose ce projet-là, puisqu'on a, on a un terreau qui est plutôt pas mal là-bas. Et donc, en échangeant avec les partenaires de la Karen, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de chantiers qui aboutissaient pas. Il y avait des diagnostics qui étaient faits, mais 60% des diagnostics ne vont pas jusqu'aux travaux. Et puis, pour aller encore plus loin, il y a quelques projets d'insalubrité qui n'arrivent pas à être débloqués, malgré toutes les aides qui sont dessus. C'est des projets qui sont
entre 40 et 100 000 euros de travaux et puis le reste à charge est trop élevé à la fin. Donc là, l'idée aussi de ce projet, c'est de mettre un petit peu de fonds de financier en plus de l'accompagnement pour financer ce qui resterait à payer. Donc voilà, pour récapituler, on a un repérage qui est déjà mis en place. Nous, on en profite. Il y a une part du financement qui va être aussi un petit peu de regarder un petit peu en détail les ménages, les dossiers qu'on pourrait suivre, puisqu'il y a un gros panel et il va falloir filtrer un peu tout ça. L'idée de peut-être de les renvoyer notamment vers du dispositif d'Aurélie, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a peu de projets qui vont jusqu'à de la rénovation performante, même si dans Dorémy, je crois que 2/3 des dossiers, c'est des modestes très modestes. Voilà, là, le constat qui est fait, c'est qu'il y a peu de dossiers qui vont jusqu'à Dorémy. Donc là, l'idée, c'est de mettre un petit coup de boost grâce à ce fonds-là pour améliorer, on va dire, le rendement de passage du repérage jusqu'à de la rénovation performante et avec de l'accompagnement dans l'usage, dans le suivi des consommations, puisque ça aussi, c'est souvent ce qu'on voit, notamment dans le SLIM. Le suivi, il n'y a pas de suivi de consommation derrière. Il y a une première visite, mais il n'y a pas de suivi. Dans les accompagnements qu'on fait avec les bailleurs sociaux, on suit pendant 1 an. Energy Sprong, c'est 15 voire 30 ans de suivi obligatoire. Donc là, voilà, là, on a les expertises pour un petit peu tout. Il y a les opérateurs, des compétences qui sont là un petit peu pour tout. Là, on va dire, il y a un peu de fluidité à mettre entre tout ça. Enlever les petits cailloux dans l'engrenage et puis on espère bien que le temps qu'on va pouvoir passer sur ce projet, c'est un peu ça. Donc ça, c'est pas mal en miroir avec les projets qui ont été présentés par mes prédécesseurs. On a à peu près tous les mêmes histoires et puis les mêmes valeurs et les mêmes envies. Et on voit bien que pour lutter contre la précarité énergétique, c'est de la rénovation performante qu'il faut mettre en place. Et donc, voilà, comment faire ça? On cherche tous un petit peu, mais il n'y a pas de solution miracle encore, donc on teste. Donc, merci à vous de nous aider à tester. Eh ben, avec grand plaisir, merci beaucoup Benoît pour toutes ces précisions, c'était très clair aussi. Désolé aux participants, j'ai mis la deuxième slide il y a 30 secondes, j'ai oublié de la mettre, mais on va la laisser pour le temps des questions, si vous voulez y jeter un œil. Est-ce qu'il y a des questions justement? Pas encore. Pas encore. En général, c'est quand on dit ça qu'il y en a 3 qui arrivent, et donc non, il suffit que je le dise pour que ça n'arrive pas. Donc, je peux peut-être commencer par poser une petite question. C'est la même question que j'ai posée à Nathalie. C'est dans quelle mesure les financements qu'on octroie à Alizé pour ce projet, à quel point c'était important en fait pour la faisabilité de ce projet, c'est cette dotation supplémentaire qu'on vous alloue. Tout simplement parce que là, on a réussi à faire des constats que il y avait pas mal de diagnostics qui étaient faits, mais pas de travaux qui étaient enchaînés. Le blocage, c'est aussi le temps à passer pour aller questionner les participants, enfin les propriétaires. Pourquoi ils vont pas plus loin? Est-ce qu'il y a que des blocages financiers ou pas? Est-ce que c'est les dispositifs qui sont trop complexes? Est-ce que c'est le problème de faire des devis, de trouver des artisans? Voilà, tout ça, c'est ce temps-là, personne ne le fait en fait, ce travail-là. Donc là, l'idée, c'est de passer du temps à diagnostiquer, de voir ce qui se passe pour un peu filtrer les dossiers qui pourraient être après financés et puis poussés vers de la rénovation performante. Et puis, on intègre dans notre demande là, de fonds de pouvoir payer du reste à charge potentiellement. Donc, pour débloquer des projets qui seraient en partie bloqués à cause du reste à charge, sachant qu'on sait en plus très bien que là, les coûts des travaux ont été augmentés, donc ça n'aide pas, alors que les aides financières, elles sont fixes. Elles n'ont pas bougé en fonction des coûts des travaux, donc ça pourrait être un déblocage possible. Merci beaucoup. On a une question de Michel Saint-Pierre qui demande quelle est la différence entre toutes ces associations, donc tous les lauréats, et un partenaire entreprise comme la société Urabanis. Alors, ça serait plutôt Urbanis, je pense. Et Urbanis, de ce que j'en connais,
On a travaillé avec eux sur Angers. C'est un opérateur ANA. Voilà. Donc, comme Solia, comme Citémétrie. Voilà, donc les opérateurs ANA, ils répondent à des marchés sur des programmes d'intérêt généraux ou des OPA sur de l'accompagnement du public modeste, très modeste. Voilà, mais bon, eux, ils ne peuvent pas non plus forcer les gens à faire des travaux où ils n'ont pas plus de temps que ça à passer pour accompagner les ménages. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça. Je pense que la question qui était posée, c'était autour de ça. Si je peux peut-être juste compléter, les opérateurs ANA, ils sont effectivement dédiés à l'aide de l'ANA et ils n'ont pas. Alors, ils Mm. peuvent mobiliser les autres aides, Mm. mais ils n'ont pas non plus tout le volet accompagnement, ni enfin qu'on a pu proposer au travers de tous nos projets. Très intéressant. Merci pour cette précision. On peut peut-être préciser pour peut-être les participants donc que l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et donc voilà qu'il y a des opérateurs un peu partout en France qui sont en capacité de mettre en œuvre les aides et les dispositifs proposés par l'ANA. On a une autre question de Michel Tessier qui demande comment une fondation telle que Schneider Electric intervient-elle. Alors j'imagine que c'est plutôt une question au niveau du financement. Peut-être que Kevin, tu peux parler de comment Schneider Electric, la fondation Schneider Electric intervient pour nous en tout cas. Oui, parce que nous, c'est des partenaires, donc ils font partie de notre comité d'engagement, la fondation Schneider Electric. Parce qu'ils nous ont soutenus en fait, au départ à l'association des Amis des Nerfs pour la création de ce fonds et la mise en place du microdon sur consommation, etc. etc. Et c'est une fondation qui finance par ailleurs beaucoup de programmes de lutte contre la précarité énergétique. Et donc pour nous, c'était toujours intéressant de les garder dans notre giron et puis qu'on sache un petit peu comment ils travaillent et puis qu'ils puissent nous donner un peu leur avis aussi sur les programmes qu'on serait amené à financer. Et donc, à ma connaissance, en fait, ils soutiennent des projets d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social sur les questions de lutte contre la précarité énergétique en France et puis d'accès à l'énergie dans les pays du Sud, plus solidarité internationale, etc. Voilà. C'est comme ça que nous, on travaille avec eux. Je ne sais pas si parmi les lauréats, vous avez des relations avec la Fondation Schneider Electric, s'ils nous ont soutenus. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une des fondations qui finance bon, parmi les fondations d'entreprise qui s'intéressent à ces questions-là, c'est une des plus importantes. Merci. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Non, pas encore. Pas d'autres questions encore. Super. Merci encore une fois, Benoît, pour toutes ces précisions. C'était très clair. C'est super intéressant. C'est chouette de vous entendre parler de vos projets de vive voix aussi, qui étions plongés dans les dossiers, qui vous ont épluchés dans tous les sens. Non, c'est super. Merci beaucoup. Alors là, voilà. Il fallait qu'on attende 2 secondes. On a une question de Christelle. Donc, ces différentes présentations donnent une bonne idée générale de ce qui doit être fait pour avancer. Quels sont les blocages, l'importance d'un seul interlocuteur, mais en même temps, on a affaire à une sacrée tuyauterie. On aimerait que ça soit plus simple. Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? L'un d'entre vous, comme vous voulez. Je pense que ça, c'est assez général. Ça, c'est pas que pour Benoît, ça peut être pour Nathalie, Claire ou Aurélien. Eh ben, je peux peut-être le prendre parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je crois que c'est ce que je disais quand, grâce à ce programme, on pourra leur proposer un interlocuteur unique du début à la fin des travaux et même pour monter les dossiers d'aide. Et l'intérêt de la confiance et puis de l'accompagnement, encore une fois, à un seul interlocuteur et pas différentes associations à qui il faut tout réexpliquer à chaque fois. Ou des interlocuteurs virtuels pour les demandes d'aide ou autres. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, et puis il y avait une remarque sur la tuyauterie. On a un peu l'impression qu'il y a pléthore d'aides, de dispositifs, de choses à mobiliser. Et en fait, on a l'impression qu'il faut quand même être un peu spécialisé pour pouvoir Ah oui, c'était pas vraiment une question. Non, c'est plus un constat. Mais c'est vrai que c'est un peu le constat qu'on se fait. Il y a beaucoup de dispositifs. Il faut... C'est exactement le constat qu'on fait. C'est un des points de blocage majeurs qu'on voit à la réalisation des travaux. C'est qu'il y a plein de gens qui sont très motivés, qui viennent nous voir et puis qui n'arrivent pas ou qui abandonnent sur les dossiers d'aide. Donc l'intérêt de ce type de projet, c'est de monter les dossiers d'aide avec les personnes. Super, merci.
Alors, pas d'autres questions et il nous reste 5 minutes. C'est super. Si tu as d'autres questions, je m'étais posé un peu la question parce que là, on est face à, bon, c'est la journée contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier avec une augmentation quand même très, très drastique des coûts de l'énergie. Et je m'arrête tout de suite parce qu'on a une question de nos participants. Donc, moi, je pose la question une fois. À quelle hauteur, en pourcentage, nos microdons sont présents sur ces projets? Alors, pour vous dire, donc là, on a une enveloppe de 100 000 € cette année, donc 2021 pour l'appel à projet 2021. C'est un tout petit peu moins que ce qu'on va collecter sur l'année 2021. En l'occurrence, on va collecter, on pense 117 000 €. Et donc, voilà, on a voulu avoir un petit peu de... Bon, on n'est jamais à l'abri d'un problème, etc. Donc, on voulait partir sur une enveloppe qu'on était sûr de pouvoir mobiliser en fin d'année. On a déjà dépassé les 100 000 € de collecte de toute façon, donc on est bon. Et donc, voilà, c'est à peu près, un peu le calcul, c'est 85, à peu près 90% des dons qu'on va collecter cette année qui sont alloués à ces 4 associations. Voilà. Et donc, merci encore à tous nos micro-donateurs qui rendent tout ça possible. C'est ça. 3300 à peu près maintenant. Voilà. Donc, petit à petit, on augmente notre communauté de micro-donateurs. Donc, c'est quand même très chouette. Pas d'autres questions. Non, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez de l'augmentation des coûts de l'énergie là, pour justement qui vont avoir un effet certainement énorme sur les personnes des gens en précarité énergétique. C'est quoi votre observation là, à l'heure actuelle des effets que ça peut avoir ou sur votre territoire peut-être? Est-ce que vous constatez déjà les effets ou est-ce que c'est plutôt des choses que vous craignez pour après l'hiver, on arrivera à se rendre compte un petit peu de tout ça? Bah là, pour être très concret, là, par exemple, j'ai été faire une visite à domicile il y a peu de temps chez des locataires du privé dans une passoire énergétique. Clairement, là, l'augmentation, eux, ils sont au fioul. L'augmentation du fioul, il fait qu'ils n'ont pas rempli la cuve. Ou alors, ils vont la remplir, c'est une cuve de 2000 litres, ils vont la remplir à 500 litres, quoi. Ce qui fait que c'est de la restriction claire et nette, directe, quoi. Et là, alors que là, la solution pour ce logement-là, c'est une rénovation complète et performante. Il n'y a pas d'autre solution que ça, parce qu'eux, ils sont déjà en restriction. Donc, tant qu'il n'y a pas des travaux qui sont faits dans ce logement-là, il ne se passera rien. Donc, l'augmentation du prix de l'énergie dans cet exemple-là, c'est vraiment encore plus de restrictions. Ouais. C'est quelque chose que vous partagez, Nathalie, Aurélien, Claire, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas encore constaté dans vos différentes activités? Alors, nous, on ne l'a pas encore trop constaté, mais on sait que ça va arriver. Ouais. Nous, ce qu'on a constaté, c'est aussi, et ce qu'on est en train là d'accompagner, ce sont les ménages qui sont vraiment en décompression ou en gros, ce sont les conséquences de la crise sanitaire. Voilà, on est déjà sur la gestion de on est toujours dans la crise, j'allais dire de cette sortie de crise, non, mais c'est pour ça que pendant le confinement, ça a mis en stand-by nos actions, mais on est resté auprès de nos ménages, qu'on a essayé d'appeler toutes les semaines ou tous les 15 jours, selon comment on ressentait la difficulté des ménages. Pour certains ménages, on a été les seules personnes à qui ils ont parlé pendant tout le premier confinement. Voilà, et c'est pas notre métier de le faire, mais on l'a fait parce que voilà, c'était pas possible de faire autrement. Donc on est là, nous, sur des problématiques plutôt liées à cette crise sanitaire, mais on ne doute pas que bientôt va se rajouter l'augmentation du prix de l'énergie qui est en plus très très anxiogène. Parce que le gaz naturel reste quand même une énergie moins chère que l'électricité. On parle de l'augmentation du gaz naturel, mais on reste toujours sur pour autant, oui, ça augmente, mais une facture d'électricité reste encore toujours plus importante qu'une facture de gaz naturel. Donc, et pourtant, cette augmentation, elle est ultra anxiogène. Donc, il y a tout cet humain aussi à gérer au-delà des euros qui vont, au-delà des euros de la facture. Les annonces gouvernementales des 100 € en plus pour chèque énergie et le bouclier tarifaire, ça n'a pas beau. C'est pas la solution, c'est pas durable. Voilà, c'est pas une solution durable.
ça résout pas le problème, c'est pas, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de, voilà, comment on repense notre société. Alors là, je sors du sujet, mais comment on repense notre société pour plus d'équité, pour plus d'équilibre, pour enfin une durabilité de notre modèle économique et social, surtout sociétal, quoi. Donc, ça pose des questions beaucoup plus larges, mais c'est bien, enfin, c'est bien, non, c'est pas bien, mais le bon côté de cette mauvaise, voilà, de cette mauvaise situation, c'est que ça questionne tout le monde. Voilà, tout le monde se questionne sur des sujets sur lesquels on ne discutait pas avant avec les ménages. Ouais. Merci, c'est très intéressant. Je vois qu'il est 19h30. Ça reboucle justement avec le fait que ce webinaire du coup était organisé dans le cadre de la journée contre la précarité énergétique. Donc vous avez peut-être vu les uns les autres voilà, un certain nombre d'articles de presse dont nous on a l'impression que on espère que ça va faire bouger les choses pour rester sur une note positive. Et on est vraiment très content d'avoir pu avoir nos 4 lauréats présents ce soir. Je te laisse peut-être clore ce webinaire. Je trouvais que la conclusion de Nathalie était pas mal, donc je proposais de rester là-dessus. Voilà, parce qu'on s'ouvre à des réflexions un peu plus sociétales, encore une fois, et qu'il faut se poser ces questions-là. Et donc, voilà, je vous remercie beaucoup, tous les 4, d'avoir pris le temps de participer ce soir, de nous présenter les tenants aboutissants de tous ces projets. C'est super, c'était très intéressant, et d'avoir répondu aux questions, et j'espère que ça a plu aussi à tous nos participants. Et encore une fois, ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube d'Énergie Solidaire. Voilà, vous pouvez nous suivre de plein de manières sur les réseaux sociaux, etc., etc. On reviendra vers vous avec plus d'informations sur ces 4 projets rapidement. Et donc voilà, c'est terminé. Merci à vous toutes et vous tous. Et bonne fin de soirée, bonne fin de semaine, bon pont, bon pont. Voilà, mon nom fait le pont. Et à très bientôt. Voilà. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.